La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention, c'est mardi aujourd'hui, il est 20h. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Conakry aujourd'hui, Abidjan hier, dans les deux capitales africaines, le chef de l'État Faure Gnassingbé a assisté à l'investiture des présidents Alpha Condé de Guinée réélu et de Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire réélu. C'est une opération grandeur nature qui s'annonce. Le 5e recensement général de la population de l'habitat est lancé ce mardi. À la fin, on devra savoir avec plus de précision combien d'âmes sommes-nous, nous, population togolaise. Et puis, c'est une obligation. Chaque entreprise devra disposer d'un comité sécurité santé. L'OTR vient de le faire. L'utilité, l'importance d'un comité sécurité santé dans cette édition tout à l'heure. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. Image d'abord de l'arrivée du chef de l'État à Conakry. Le président Faure Gnassingbé invité à l'investiture de son homologue guinéen Alpha Condé, réélu, a pris donc part ce mardi dans la capitale guinéenne aux côtés d'autres chefs d'État à la cérémonie d'investiture du chef de l'État guinéen. Image, vous le voyez, et donc de l'arrivée du chef de l'État Faure Gnassingbé à l'aéroport de Conakry. Je vous laisse vivre l'ambiance. Direction maintenant Abidjan, jour d'investiture hier lundi sur place du président Alassane Ouattara, réélu, je vous le disais au sommaire. Le président ivoirien a prêté serment pour un nouveau mandat de 5 ans. Cérémonie d'investiture au palais présidentiel devant un parterre d'invités et de chefs d'État, dont le président Faure Gnassingbé. Le récit de Gérald Agouzou. Alassane Dramane Ouattara, vainqueur de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, a prêté serment devant le Conseil constitutionnel réuni ici en audience solennelle présidée par Mamadou Koné. Contexte sanitaire Covid-19 oblige, environ 300 invités, dont 13 chefs d'État africains en exercice, 3 anciens chefs d'État et des délégations étrangères ont pris part à la cérémonie d'investiture. Parmi les chefs d'État, le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, venu témoigner de l'amitié du peuple togolais aux Ivoiriens dans un élan de raffermissement des relations de coopération entre le Togo et la Côte d'Ivoire. La main sur la Constitution, le président Alassane Dramane Ouattara a juré de défendre les intérêts du pays et de protéger la Côte d'Ivoire. Le grand collier de l'ordre lui a été remis. Alassane Dramane Ouattara est fait chef souverain et grand maître des ordres. Moment solennel qui consacre Alassane Dramane Ouattara à la tête de la République de Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Il a désormais le regard tourné vers la réconciliation et le développement de la Côte d'Ivoire. Il promet la création d'un département ministériel en charge de la réconciliation nationale. Alassane Dramane Ouattara met un accent particulier sur l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes et surtout le renforcement de la lutte contre la corruption. Il a exprimé sa gratitude aux chefs d'État présents, dont le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Les honneurs militaires sur l'esplanade du palais présidentiel d'Abidjan ont mis fin à cette cérémonie d'investiture qui s'est déroulée en toute sobriété. Retour chez nous, au pays, et cette question, nous la posions déjà au sommaire. Combien sommes-nous aujourd'hui exactement sur la planète Togo, nous, population togolaise? Eh bien, seul le 5e recensement général pourra bien répondre à cette donnée démographique. L'opération vient d'être lancée ce mardi. Écoutez ça. Il y a 10 ans, la population togolaise s'élevait à 6 191 155. Le gouvernement veut actualiser les données pour mieux prendre en compte les besoins actuels des populations. Cela se fera à travers le 5e recensement général de la population et de l'habitat. La signature du document du projet est intervenue ici entre le ministre de l'économie et des finances
et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA lance officiellement l'opération. Le RGPH est une opération d'envergure nationale qui nécessite de toutes les parties prenantes une fédération optimale des énergies et une mutualisation accrue des ressources afin de garantir sa réussite. Je voudrais partager avec vous mon optimisme quant à notre disponibilité et notre capacité à mutualiser nos efforts pour adopter un soutien conséquent au Togo dans la réalisation et la réussite de son 5e recensement général pour la population et l'habitat. Le 5e recensement général de la population togolaise est prévu pour novembre 2021. C'est l'aboutissement d'un processus enclenché par le décret présidentiel du 10 décembre 2018. Ces résultats devront servir d'outil de prise de décision pour le gouvernement en matière de développement. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude au président de la République, Son Excellence M. Faure Essozinna Gnassingbé, qui s'investit personnellement et inlassablement pour un heureux aboutissement de cette opération de recensement, gage de la mise en œuvre efficace des projets et programmes sociaux pour le bien-être de la population. Il convient de souligner que le 5e recensement général de la population et de l'habitat, un excellent outil de planification, de suivi et d'évaluation des politiques et programmes de développement, se réalise à un moment où les priorités de l'État sont centrées sur la mise en œuvre du plan national de développement, des objectifs du développement durable ODD, de l'agenda 2063 de l'Union africaine, de l'analyse et l'exploitation du dividende démographique et sur le processus de décentralisation et de développement local qui nécessite des données désagrégées au plus fin niveau de la subdivision administrative. Le RGPH 5 permettra donc de disposer des indicateurs nécessaires au suivi et à l'évaluation des agendas nationaux et internationaux susmentionnés. Il permettra également de connaître la situation sociale de la population, y compris celle des populations vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap, les orphelins, les enfants, les personnes âgées et les femmes à des niveaux géographiquement désagrégés. Les caractéristiques de l'habitat et du cadre de vie de la population et des différents mouvements de la population seront également appréciés. Les travaux préparatoires de l'opération sont déjà réalisés avec la mise en place des organes de pilotage et les applications informatiques de collecte des données. Les prochaines étapes vont concerner la cartographie et le dénombrement des habitants. Cette étape ouvre ainsi la voie au démarrage proprement dit de l'opération, dont le coût global s'élève à 8 milliards 698 millions 520 200 francs CFA. À ce jour, il faut noter que la stratégie de plaidoyer et de mobilisation mise en place a permis de mobiliser déjà 40% du dit budget. Je voudrais rappeler qu'au regard des moyens financiers, humains et matériels requis, le financement de cette importante opération nécessite, au-delà de la contribution de l'État, un accompagnement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers. À cet effet, je lance un vibrant appel à tous les partenaires afin qu'ils contribuent à combler le gap de 60% du budget, soit 5 milliards 177 millions 408 800 francs CFA tout au long des 3 années à venir prévues pour la fin du projet de recensement.
Le premier recensement général au Togo remonte à 1960. Depuis, le pays se donne les moyens pour respecter la périodicité décennale recommandée par les Nations Unies. Ce jeudi, après-demain, jeudi 17 décembre 2020 à 9h, les députés se réunissent pour la 16e séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année. C'est ce qu'indique ce communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale qui informe donc les honorables députés. La gratuité de la prise en charge des femmes enceintes, sujet de discussion dans les savanes face aux leaders communautaires, face aux acteurs de terrain, la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins. Que pouvons-nous retenir des échanges? Eh bien, voici le compte rendu de Jassim Nabaga. La mesure de gratuité des frais de prise en charge sanitaire pour les femmes enceintes, décidée en Conseil des ministres le 25 novembre 2020, est au centre de ces échanges entre la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins et les leaders communautaires, ainsi que les acteurs de terrain, notamment le personnel de santé et les associations de femmes de la région des Savanes. Les assises visent à leur apporter la bonne nouvelle, mais aussi susciter leur adhésion pour la mise en œuvre réussie de cette disposition inédite. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris sur lui d'assurer la prise en charge de la gratuité de la femme enceinte. À travers donc cette prise en charge, c'est une vision d'assurer une meilleure équité dans l'accès aux soins de santé pour nos mamans, pour nos sœurs, pour nos filles, et donc contribuer à un meilleur développement économique et social de notre pays. Il était important pour nous de venir au contact des acteurs de terrain que sont les leaders communautaires et d'échanger avec eux par rapport à leur expérience et à la maîtrise de leur environnement. Proposition intéressante qui traduisent de fait l'adhésion et l'engagement des leaders communautaires, du personnel de santé et les associations de femmes de la région des Savanes. Nous, en tant que leaders locaux, aujourd'hui, nous adhérons à la démarche et nous allons beaucoup accompagner en sensibilisant nos populations. Nous sommes un réseau des femmes qui travaille avec 135 groupements de femmes dans la région des Savanes. Nous allons leur donner l'information qu'à partir d'aujourd'hui, le gouvernement a pris l'initiative et que la prise en charge de la femme enceinte est gratuite dans tous les centres de santé. Cette gratuité, dans un premier temps, va concerner l'information sanitaire étatique avant de s'étendre. Elle se fera des unités de soins périphériques vers les hôpitaux. Le panier de soins à offrir est en consolidation de façon participative et sera communiqué. Les échanges ont également abordé le programme School Assure, l'assurance maladie INAM, la Karma et la prise en charge gratuite du paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, l'OTR, l'Office togolais des recettes, se soucie de ses agents. Il vient de se doter en leur faveur d'un comité sécurité-travail, sécurité-santé au travail. Une motivation de plus. Commente-t-on sur place? Le comité a été installé ce mardi. Sonia Amédipou. C'est la configuration du comité sécurité santé au travail de l'Office togolais des recettes OTR. Une disposition légale prévue par le Code du travail dans son article 174. Ce nouvel organe de l'institution servira de pont entre l'administration et les agents. Nous allons veiller à ce que toutes les mesures prises par les plus hautes autorités de l'Office en matière de sécurité et santé au travail puissent être connues par tous les agents et être respectées. De même, nous allons également faire en sorte que les préoccupations de nos collègues, où qu'ils se trouvent et qui touchent à leur sécurité et santé au travail, puissent être portées à la connaissance de la plus haute autorité pour que des mesures soient prises en ce sens. La mise en place de ce comité répond à un souci majeur de l'OTR, à savoir créer un environnement de travail sain et propice à tous ses agents. L'installation ce jour du comité de sécurité et santé au travail de l'OTR témoigne de l'engagement de l'Office à promouvoir la sécurité et la santé de tous ses agents par la réduction des risques liés à leur travail. Ce comité vient s'ajouter au dispositif de protection sociale déjà existant et qui participe au bien-être des agents. Il s'agit notamment de la création d'un service chargé des affaires sociales, la souscription
d'une assurance maladie pour tous les agents, la création d'une infirmerie au sein de l'office et la création d'une mutuelle du personnel. Une installation qui survient dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus. Les premiers responsables de l'institution invitent les membres du comité à faire de la lutte contre ce virus une priorité. L'initiative a reçu l'accompagnement du ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et du dialogue social et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et l'OTR vient ainsi de se conformer à l'une des dispositions du Code du travail. C'est une obligation faite aux entreprises d'au moins 25 salariés. Question, quelle est l'importance même d'un comité sécurité santé? C'est bon à savoir et c'est avec Sonia Medico. 2,2 millions, c'est le nombre de personnes qui décèdent chaque année dans le cadre de leur travail, suivant un rapport du Bureau international du travail BIT. Des décès qui surviennent suite à un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. D'après les spécialistes de la question, ces accidents peuvent être évités s'il existe au sein de l'entreprise un système de sécurité et santé efficace orienté vers la prévention. Le comité de sécurité santé au travail est une obligation. Ce comité a pour mission principale la promotion de la sécurité et la santé au travail dans l'entreprise. Il doit faire de fréquentes visites sur le terrain pour conseiller les travailleurs sur les mesures à adopter. Au cours de ces visites, relever ce qui ne va pas, ce qui peut poser problème à la santé des travailleurs, à la sécurité des travailleurs, s'asseoir en comité et discuter des mesures à prendre. La composition, c'est l'employeur, les représentants des travailleurs et les services techniques que sont le médecin de l'entreprise, le conseiller social ou la personne chargée des questions sociales et la personne chargée des questions de sécurité. Le monde du travail connaît de nos jours une simplification et une facilité due aux nouvelles technologies. Une manière de travailler qui entraînerait bien souvent la méconnaissance et l'ignorance des risques liés au travail. Des risques qui se présentent sous diverses formes. Dès qu'on parle de risques, notre idée première, c'est d'aller voir si ce n'est pas en zone franche industrielle, si ce n'est pas dans les mines, si ce n'est pas dans les BTP. C'est vrai. Mais il y a des risques dans tous les secteurs. Les gens se demandent, dans les entreprises de biens et de services par exemple, est-ce qu'on peut avoir des risques? Il y a vraiment des risques. Il y a des risques ergonomiques. Les risques ergonomiques, c'est les gestes postures, les positions que nous adoptons pour travailler. Ça peut nous créer des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, des muscles. Et la gestion de ces risques-là, c'est très difficile. Des fois, c'est à vie. La grande menace, c'est les risques psychosociaux. Le travail s'est amélioré. Les procédures de travail ont changé. Nous sommes interconnectés. Et ça va entraîner le stress au travail, qui cause l'hypertension artérielle, qui peut être la cause des maladies cardiovasculaires, des pathologies psychologiques comme la dépression, l'anxiété. Et le contact avec la clientèle n'est pas facile. Il faut préparer les travailleurs à faire face à cela. Sinon, ils risquent d'avoir des problèmes. Il y a également le management. Comment on se parle? Comment on gère les équipes? Comment on forme les équipes? Comment on gère ses collaborateurs? Comment on parle à son patron? Ça peut également être source de problèmes. On le dit souvent, le risque zéro n'existe pas. Il convient donc de se pencher davantage sur la question de la sécurité et de la santé au travail afin de promouvoir la culture de la sécurité et de la prévention. 3 jours pour revoir la copie et pour mieux faire. Le PNUD et le gouvernement passent à la loupe leur plan de travail annuel 2020. C'est pour un meilleur rendement l'année prochaine. Et d'ores et déjà, 3 cases sont à cocher. Gouvernance, croissance, environnement. Clarisse Aticlet. Le plan de travail annuel PTA 2020 du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en faveur du Togo passé en revue. L'accent est mis essentiellement sur l'analyse des 3 piliers de ce plan. Il s'agit du volet gouvernance, celui de la croissance et le pilier environnement. Au total, 29 projets ont été exécutés en faveur des populations. Le projet d'appui à la décentralisation,
La promotion de l'égalité de genre et le leadership des jeunes et des femmes appuient à la mise en place d'une infrastructure de paix durable en sont quelques-uns. Actuellement, nous sommes à un taux de mise en œuvre de presque 88% que nous voulons rehausser d'ici la fin de l'année. On a encore 2 semaines, après 95%. Nous pensons que nous allons y parvenir. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager tous les partenaires du PNUD qui travaillent dans la mise en œuvre du portefeuille et réitérer notre engagement pour que 2021 soit une année meilleure. Environ 6,5 milliards de dollars américains ont été mobilisés pour ces projets qui malheureusement ont été impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour 2021, le plan de travail annuel sera ajusté en fonction. Nous avons tiré des leçons un peu de contexte Covid et nous savons comment peut-être nous allons reprogrammer nos projets, nos programmes afin qu'ils puissent répondre aux aspirations et du gouvernement et des populations togolaises. Nous sommes en train de mobiliser beaucoup plus de ressources auprès de partenaires multilatéraux, bilatéraux et nous pensons que le budget de 2021 sera beaucoup plus conséquent. C'est depuis 1974 que le PNUD œuvre aux côtés du Togo pour améliorer les conditions de vie des populations. Un engagement encore renouvelé ici afin d'aider le pays à atteindre les 17 objectifs de développement durable d'ici 2030. Le Togo n'est pas seul, on n'est pas seul. Dans la lutte contre les menaces terroristes, la France et pour notre pays, elle vient de faire encore don de 57 motos aux forces armées togolaises, un soutien notamment aux troupes engagées dans l'opération Koundouaré au Nord Togo. Le geste est fort apprécié ce matin, vous allez le voir, à l'état-major. Le récit, Augustin Kossi. Face aux pressions des groupes terroristes et aux trafics illicites de tout genre, le Togo a fait de la protection des frontières au nord du pays une priorité. L'opération Koundouaré en est le fer de lance. Mise en place il y a environ 3 ans, cette force sécurise et protège contre les menaces terroristes venant du Sahel. Un engagement aux côtés des autres États de la sous-région, souvent appuyé par la coopération militaire française. Le Togo est engagé dans la lutte contre les groupes armés terroristes au sein de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, dès la première heure, depuis 2013. Aux côtés de la France, le Togo a mis en place une opération très ambitieuse dans le nord du pays pour faire face à cette menace terroriste qui est en train de s'étendre vers le sud. Et donc c'était une logique de frères d'armes. On est ensemble au Mali et on est ensemble au Togo. Pour aider le Togo à mieux mener ce combat, la France vient une nouvelle fois en appui aux forces armées togolaises. 57 motos pour renforcer la capacité opérationnelle des éléments sur le terrain. C'est un hommage à l'engagement du Togo dans la lutte contre l'insécurité, selon l'ambassade de France au Togo. La France salue donc la participation du Togo à la coalition pour le Sahel dans la durée. Aujourd'hui, en remettant 57 motos aux forces armées togolaises, je souhaite aussi manifester le soutien de la France aux actions entreprises par le Togo dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Concrètement, la remise de ces 57 motos vise à doter les forces armées togolaises d'une capacité de patrouille et d'interception rapide qui permettra d'occuper l'espace plus efficacement. Car améliorer la mobilité des unités engagées dans l'opération Koundouaré, c'est ouvrir la possibilité d'une avancée majeure au plan tactique en répartissant l'effort sur l'ensemble de la frontière par une nomadisation accrue des unités. Selon le général de brigade Dadja Maganawe, chef d'état-major général des FAT, ce matériel roulant reste une preuve de la coopération militaire entre Lomé et Paris. Excellence, votre présence ce matin encore à nos côtés est la preuve de l'intérêt que vous portez à la sécurité de notre pays, qui est désormais, j'en suis convaincu, le vôtre. Je pense ensuite à la délégation venue spécialement de Paris et conduite par le colonel François Bokourmu, sous-directeur Afrique subsaharienne de la Direction de la coopération de sécurité et de défense. L'opération Koundouaré constitue, depuis sa mise en place en septembre 2018, sur instruction personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, un maillon indispensable du dispositif sécuritaire
parce qu'elle constitue notre pare-feu contre l'une des principales menaces à la sécurité de notre pays. Toute initiative visant à améliorer ses capacités est accueillie avec une profonde gratitude. Les forces armées togolaises feront un bon usage de ce matériel roulant qui contribuera de manière substantielle à l'amélioration des activités opérationnelles de nos forces engagées à Koundouaré. Ce don est donc une manifestation de la coopération entre les forces armées togolaises et l'armée française. Une action militaire qui participe au Sahel à une approche intégrée dite de 3D, défense, diplomatie et développement. Il est 20h26 dans le reste de l'actualité, la lutte contre la corruption. Plusieurs communications ont meublé ce mardi, un colloque à l'université de Lomé. Les participants venus d'ici et d'ailleurs ont échangé à l'initiative de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, les orientations à l'ouverture des travaux Immaculée Baoué à Balo, Marie-Ange Bida. C'est une voie toute tracée pour lutter contre la corruption dans la commande publique, l'éthique et la déontologie. À ce colloque international de Lomé, l'on revisite les outils et dispositifs de lutte contre la corruption. Institution nationale de lutte contre la corruption, personnes responsables des contrats, juristes, cadres de l'ARMP et autres acteurs seront diversement entretenus dans l'optique de dégager des solutions performantes. Il y a un combat à mener. Mais il est important de comprendre les difficultés auxquelles on est confronté lorsqu'on décide de lutter contre la corruption. Si jusqu'à présent on prend beaucoup de règles et puis on a l'impression que les solutions ne sont pas efficaces, ce n'est pas forcément parce que les solutions ne sont pas efficaces, mais c'est parce que le phénomène même qu'on veut régler lui-même, il mute, il change, il varie. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP et le Centre de droit public de l'Université de Lomé sont à leur troisième initiative. Selon le directeur du Centre de droit public de l'Université de Lomé, en Afrique, la passation des marchés publics représente une part importante des dépenses publiques et le contribuable veut qu'il soit géré avec transparence et dans le respect des exigences les plus strictes afin de garantir une qualité de services irréprochables et de préserver l'intérêt général. Les dispositifs normatifs de promotion de l'éthique et de lutte contre la corruption seront vulgarisés au cours de cette rencontre. Il s'agira aussi de suggérer des approches de solutions à mettre en œuvre pour remédier aux faiblesses constatées. Dixit, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics. Le partenariat ARMP-CDP, scellé en 2015, veut asseoir une relation permanente et gagnante entre le monde universitaire et professionnel. Et chaque pas posé concrétise de plus en plus la vision commune. J'y retrouve de belles plantes, des plantes utiles à la communauté universitaire et de vrais chercheurs au service des universités et non des répétiteurs. Et je sais compter sur vos talents et vos frappes intellectuelles. Monsieur le directeur du CDP, monsieur le directeur général de l'ARMP, je reste admiratif devant le couple constitué. Et je crois que nous allons vers un ménage à trois dans le cadre de la gestion de notre projet de master professionnel axé sur l'ingénierie dans les marchés publics. Et je voudrais ici rappeler ô combien nous réalisons la vraie professionnalisation des parcours dans les universités publiques. Et contrairement aux idées reçues, je crois que nous faisons les choses autrement, en faisant entrer dans nos universités des partenaires avec lesquels nous construisons l'avenir. Et à l'université de Lomé, loin des grandes leçons, nous nous évertuons au jour le jour à faire de vrais masters professionnels qui ne sont pas déconnectés des réalités ou des parcours professionnels. Sur le thème colloqué, je vous dirais simplement qu'il y a un tissu normatif impressionnant qui encadre le droit de la commande publique, les marchés publics, et tout ce tissu normatif a aussi révélé ses limites à travers les chartes, les lois
et autres. Et donc, il nous faut aller certainement vers des actions plus fortes que les spécialistes résument aujourd'hui autour de la théorie des 3D, détecter, déclarer, dénoncer, qui structure désormais la moralisation de la vie publique et l'intégrité de notre vie économique. La lutte contre la corruption est un enjeu de taille. Le présent colloque va accoucher de propositions à même d'améliorer davantage la gestion de la corruption. Ici, c'est l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, branche Togo. Et à l'UCAO, la rentrée rime toujours avec messe eucharistique, tradition respectée cette année encore. Le récit de Antoinette Omar-Vavor. C'est une messe pontificale qu'on célébrait pour confier l'année universitaire 2020-2021 à la protection divine. Une année pleine de défis au regard de la pandémie du Covid-19. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire du Togo, UCAO, UUT, met déjà les bouchées doubles pour faire de cette année une réussite. Nous sommes dans un contexte particulier, il faut des attitudes particulières, que personne ne se sente agacé par les dispositions, les mesures qui sont préconisées, parce que c'est pour notre propre sécurité sanitaire que cela est voulu. Également, la manière même dont les cours vont se dispenser, ce sera une manière un peu nouvelle. Il y aura le présentiel, mais aussi il y a la visioconférence qui sera intensifiée. Et j'espère que tout se passera bien et que malgré la crise que nous traversons, cette année académique se déroulera dans de bonnes conditions. Des dispositions sont prises par les premiers responsables pour assurer l'effectivité des cours aux apprenants. En dehors du port obligatoire des cache-nez, les dispositifs de lavage des mains sont en place. Nous avons donc à chaque entrée des gardes qui surveillent pour que chacun respecte les normes mises à disposition. Les enseignants reçoivent régulièrement, dès ce début d'année, des formations pour pouvoir dispenser les cours en distanciel, parce que ce n'est pas évident. Et donc ce sera plus amélioré que l'année dernière. Et donc, il y aura à la fois les cours en présentiel et les cours en distanciel, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Pour cette année, l'accent est particulièrement mis sur la valorisation du numérique dans la formation universitaire. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, UUT, offre des formations répondant aux standards internationaux. Elle promeut des valeurs d'humanité et d'interculturalité. Et avant de refermer cette édition, se communiquer sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, mardi 15 décembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3295 avec 29 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2821 avec 32 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 408 et le nombre de décès est de 66. Chiffres et communiqués rendus publics par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Et ceci referme donc ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore, notamment à Wassaratou dans le Tchaoudjo. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.